Votre principale édition de l'information de ce soir, c'est maintenant. Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Le ministère en charge de l'administration territoriale a récemment défini les attributions, l'organisation et le fonctionnement du bureau du citoyen. Nous reviendrons sur ce sujet dans ce point de l'actualité. Au menu, la portabilité des numéros de téléphone devrait être effective d'ici 2023 selon l'ARCEP, conformément à la réglementation adoptée en juillet 2022. À l'international, nouveau drame en Égypte, au moins 8 personnes ont perdu la vie au Caire ce lundi dans l'effondrement d'un immeuble. Les précisions à suivre dans ce journal. Et puis le récent plaidoyer des chefs d'État africains en Russie pour le maintien de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes a échoué. Ce lundi, Moscou a annoncé son retrait du dit accord. Une situation qui pourrait compliquer davantage la sécurité alimentaire en Afrique et provoquer une inflation. Voici pour le sommaire, vous êtes sur la 7 et nous sommes ensemble pour 24 minutes d'actualité. Le ministère en charge de l'administration territoriale a récemment défini les attributions, l'organisation et le fonctionnement du bureau du citoyen, un dispositif propre à chaque commune et qui est censé rapprocher un peu plus les dirigeants locaux des dirigés. Le point dans ce reportage. Pour rapprocher un peu plus la population des élus locaux dans le cadre du processus de décentralisation, plusieurs dispositions sont prévues par les autorités togolaises, en l'occurrence la mise en place d'un bureau du citoyen dans chaque commune. Le dispositif recueille les attentes, les préoccupations et les suggestions des citoyens afin de les transmettre aux élus locaux pour leur prise en compte dans la définition des priorités respectives de chaque commune. Le bureau du citoyen met également à la disposition de celui-ci des informations sur la gestion des affaires qui le concernent dans le but de promouvoir la citoyenneté. Au-delà de ceci, veiller à la participation des citoyens à la gestion des affaires locales, faire le suivi-évaluation du contrôle citoyen de l'action publique locale auprès des différentes composantes sociales de la commune sont également des attributions reconnues au bureau du citoyen. Par ailleurs, installé dans le chef-lieu de chaque commune, le bureau du citoyen est géré par un coordonnateur et un rapporteur désigné. Tous deux, membres de la société civile et originaires de la commune, ils doivent également, dans les délais, soumettre leur plan de travail ainsi que le budget annuel au maire avant l'élaboration du budget communal. Toutefois, il faut préciser que le bureau du citoyen n'empêche aucunement une relation de redevabilité directe entre citoyens et élus locaux, plus précisément les maires. Conformément à la réglementation adoptée en juillet 2022, la portabilité des numéros de téléphone devrait être effective d'ici fin 2023 selon l'ARCEP. Les détails avec Harold Vincent-Atto. Prévu depuis plusieurs mois déjà, l'option de portabilité des numéros de téléphone va être opérationnelle d'ici la fin de cette année. Selon l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'objectif de cette mesure, prévue avant fin 2023, est de permettre aux abonnés de conserver leur numéro de téléphone en changeant d'opérateur télécom. Selon le directeur juridique et de la protection des consommateurs à l'ARCEP, des mesures techniques sont en cours pour assurer une transition rapide sans aucune interruption de service. La mise en place de ces mesures techniques ont débuté en avril dernier en s'appuyant sur la réglementation adoptée en juillet 2022. À terme, ce déploiement va offrir aux consommateurs togolais une plus grande liberté en leur permettant d'opter pour l'opérateur proposant les meilleurs tarifs, la meilleure qualité de service ou les fonctionnalités les plus adaptées à leurs besoins sans avoir à changer de numéro. La portabilité se définit selon la loi togolaise sur les communications électroniques de 2012 comme la possibilité pour un abonné de conserver le même numéro lorsqu'il change de fournisseur sans changer de localisation géographique. Fait social, un constat dont nous vous faisons part, la consommation de l'alcool est beaucoup plus remarquée chez les femmes de nos jours, alors qu'on avait l'habitude d'assister au contraire. Quelles sont les causes d'une telle situation? Nadège Arlidja s'est intéressée au sujet. Voici ce qu'elle nous propose.
très souvent attribuée aux hommes, la consommation de l'alcool se révèle aujourd'hui être pratiquée par les femmes autant que ces derniers. Les causes sont majoritairement d'ordre affectif, déception et choc psychologique. Les problèmes qu'on croit être à la base de ce changement radical est loin d'en être un dans ce cas. Pour la plupart d'entre elles, faire de la consommation de l'alcool une habitude reste une manière de se détendre, se défouler ou encore se mettre bien, d'après ce qu'elle laisse entendre, la prenant pour de la mode. Ce qui étonne, cette situation est fréquente et tolérée, que ce soit en ville ou dans les campagnes. On peut les retrouver en groupe sur des endroits plutôt exposés où elles se livrent à ces actes notés habituellement chez les hommes. Une autre chose qui laisse sans mots est l'âge très jeune qu'ont certaines d'entre ces femmes qui s'adonnent à la pratique. Qu'il s'agisse de la consommation de l'alcool chez les femmes ou chez les hommes, par erreur de la normaliser d'un côté ou de l'autre, il importe que des dispositions soient prises par les autorités pour la réglementer. Il faudra également une prise de conscience au niveau de ces hommes et femmes. C'est une pratique qui met en danger leur santé et fait également partie des comportements qui ralentissent le développement du pays. 20 enfants ont été victimes de différentes formes d'abus dans la préfecture des Lacs au cours du deuxième trimestre de cette année. C'est ce qu'ont annoncé les membres du cadre de concertation des acteurs de protection de l'enfance de la dite préfecture. Cependant, la prise en charge des différents cas ne semble pas aisée. Seulement pour le compte du premier semestre de l'année en cours, la préfecture des Lacs a été le théâtre de 111 cas d'abus d'enfants officiellement enregistrés et gérés. Ces données relèvent du récent rapport des membres du cadre de concertation des acteurs de protection de l'enfant de la dite préfecture. Selon le même rapport, il s'agit principalement des cas de maltraitance, de fugue, de viol, de harcèlement, d'abus sexuels surtout d'enfants en situation difficile, d'enfants en conflit avec la loi et d'enfants abandonnés. Engagé pour la prise en charge de ces cas, le cadre se heurte dans sa mission à un certain nombre de difficultés. Partant de l'insuffisance des moyens matériels, financiers, humains, pour la prise en charge efficace et adéquate des cas, ces difficultés vont jusqu'à la non-dénonciation de certains cas d'abus des enfants pour des raisons familiales, des raisons de menace ou par peur de représailles dans la communauté, jusqu'au traitement à l'amiable des cas dans certaines familles. D'ailleurs, il faut souligner que ces difficultés sont partagées par plusieurs autres organismes nationaux de protection des enfants, alors que ces derniers continuent à être victimes des violations de leurs droits. Ceci, malgré que la représentation nationale ait adopté le 29 novembre dernier un projet de loi relatif à la protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel au Togo. Filière porteuse pour l'agriculture togolaise, le secteur de l'ananas va se voir booster les 5 années à venir grâce à un plan stratégique et un accompagnement financier de 9,5 milliards de francs CFA. Nous vous proposons de suivre ce reportage pour donc éclaircissements. À travers la validation du plan d'action d'investissement de la filière ananas 2024-2028, le Togo se donne pour objectif de stimuler la croissance et la durabilité du secteur sur les 5 prochaines années. Avec un investissement total de 9,1 milliards de francs CFA, il est question de mener des actions prioritaires visant à doubler la production d'ananas, la faisant passer de 44 391 tonnes à 88 782 tonnes, mais également d'accroître la transformation locale, la portant à 75% contre 35% actuellement. Financé par l'État togolais d'une part et d'autre part le Conseil interprofessionnel de la filière ananas au Togo et les partenaires techniques et financiers, 3 axes seront concernés. D'abord, la promotion des modes de production durable, la promotion d'un meilleur accès au marché. Ensuite et pour finir, l'amélioration du cadre institutionnel et de la gouvernance de la filière. Contribuant à environ 1% au PIB, la chaîne de valeur ananas est encore peu développée au Togo, mais elle offre des perspectives intéressantes pour l'économie agricole togolaise, à condition que les acteurs se mobilisent pour la renforcer. La production biologique nationale représente actuellement 76% contre 24% pour la production conventionnelle et les rendements varient entre 40 et 50 tonnes par hectare selon les données de la GIZ.
Et à présent, place à la santé. Dans cette édition, le financement de la lutte contre le VIH est retombé au même niveau qu'en 2013. Selon l'ONU-SIDA, dans un rapport sur la situation de la pandémie au début de l'année 2023, le déficit de financement croissant dans la lutte contre la maladie freine l'accélération des progrès. Le point de Kofi Kilgé. Des millions de personnes n'ont toujours pas accès au traitement contre le VIH-Sida. Ce constat est partie intégrante d'un rapport de l'ONU-SIDA rendu public le 13 juillet dernier. Les progrès réalisés dans la lutte contre le sida constituent une avancée majeure en matière de santé publique, en particulier en l'absence d'un vaccin capable de protéger contre l'infection ou d'un traitement curatif. En 2022, 9,2 millions de personnes vivant avec le VIH ne recevaient pas de traitement et 2,1 millions de personnes recevaient un traitement mais ne bénéficiaient pas d'une suppression virale. Les progrès en matière de traitement sont particulièrement lents. Ceci se justifie par le déficit d'un financement croissant. En 2022, un total de 20,8 milliards de dollars américains était disponible pour les programmes de lutte contre le VIH dans les pays à faible revenu et à revenus intermédiaires, soit 2,6% de moins qu'en 2021. Selon l'ONU-SIDA, l'objectif de financement est d'arriver à mobiliser 29,3 milliards pour les programmes de lutte contre le sida d'ici 2025. Or, avec l'avènement de la pandémie à coronavirus, la lutte contre le VIH a pris un grand coup. Toutes les attentions de financement sont tournées vers le coronavirus. Selon l'ONU-SIDA, là où le financement de la lutte contre le sida a augmenté, l'incidence du VIH a diminué. Si l'organisation reconnaît qu'en début des années 2010, le financement avait considérablement augmenté, elle estime aujourd'hui que ce financement est retombé au niveau où elle était en 2013. Hors de nos frontières, jeudi dernier, Chérubin Okondé, un opposant congolais, a été retrouvé sans vie dans sa voiture, criblé de balles. Un meurtre face auquel la famille du défunt n'entend pas garder silence. Ce lundi, une plainte a été déposée contre des inconnus à Kinshasa en vue d'élucider les auteurs du forfait. D'autres précisions dans le reportage qui suit. 5 jours après la mort de Chérubin Okendé, tué par balle à Kinshasa, sa veuve, ses enfants, son père, ainsi que ses frères et sœurs, ont décidé de saisir officiellement la justice congolaise. L'avocat de la famille, maître Laurent Onyemba, a déposé plainte contre inconnu auprès du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. La police a une mission classique. Vous l'envoie. Monsieur Chérubin Okendé a été assassiné dans des conditions inimaginables. Et la famille, après concertation, la veuve, les enfants, les pères du défunt et ses frères et sœurs ont décidé aujourd'hui de saisir officiellement la justice congolaise pour que lumière soit faite sur cet assassinat crapuleux de l'honorable député Chérubin Okendé. Cette affaire survient alors que le climat politique est très tendu en RDC à l'approche des élections prévues en fin d'année. Chérubin Okendé, 61 ans, avait démissionné en décembre 2022 de son poste de ministre des Transports. Moïse Katumbi venait alors d'annoncer sa candidature à la présidentielle ainsi que le retrait de son parti Ensemble pour la République de la coalition au pouvoir. Ce qui nous importe, ce n'est pas un procès bâclé. Ce qui nous importe ici, ce n'est pas une gesticulation judiciaire pour orienter ou désorienter l'opinion dans tel ou autre sens. Et donc, nous, comme avocats, nous allons participer à cette activité pourvu que lumière soit faite. À ce jour, plus d'une dizaine d'opposants ont annoncé leur intention de se présenter face à Félix Tshisekedi. Les principaux, dont Moïse Katumbi, considèrent que les instances électorales sont à la solde du pouvoir et préparent des élections biaisées, risquant de mener à la fraude et au chaos. Et nouveau drame en Égypte. Au moins 8 personnes ont perdu la vie au Caire ce lundi dans l'effondrement d'un immeuble. Des informations communiquées par le bureau du procureur général de sûreté de l'État. L'incident aurait eu lieu suite à l'abattement de certains murs par un résident. Reportage. 8 personnes sont mortes lundi au Caire dans l'effondrement d'un immeuble résidentiel dans le quartier de Hadayek al-Kouba, selon un communiqué du bureau du procureur général de la Sûreté de l'État.
Plusieurs témoins affirment que l'effondrement a été causé par un résident qui a récemment abattu des murs dans son appartement au premier étage, malgré la réticence de ses voisins. Le procureur général a ordonné l'arrestation du propriétaire, de l'entrepreneur chargé des travaux et de l'un de ses employés. Une grande partie des immeubles du centre du Caire date du début du XXe siècle et nombre d'entre eux sont délabrés ou dans certains cas abandonnés. L'Égypte a connu un certain nombre d'effondrements meurtriers d'immeubles ces dernières années, à la fois en raison du mauvais état de certains d'entre eux et du non-respect des réglementations d'urbanisme. Direction le Tchad, le 20 octobre 2022, et participer à des manifestations réprimées dans le sang dans plusieurs villes du pays. Condamnés ensuite en mai dernier, ils sont au nombre de 110 à retrouver leur liberté au nom d'une grâce présidentielle annoncée par Mahamat Idriss Déby Itno ce lundi. 110 personnes condamnées en mai pour avoir participé à des manifestations réprimées dans le sang en octobre dans plusieurs villes du Tchad ont été graciées par le président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, selon un décret paru lundi. En octobre 2022, des manifestants avaient défilé à l'appel d'une partie de l'opposition N'Djamena et dans quelques autres îles pour protester contre le maintien au pouvoir pour 2 années supplémentaires du président de transition. Les 110 personnes graciées avaient été jugées et condamnées à des peines allant de 18 mois à 5 ans de prison ferme à Korotoro, dans la capitale, et à Moundou, la deuxième ville du pays. Durant le transport des prisonniers à Korotoro, notamment, les ONG locales et internationales ont affirmé que des dizaines, voire des centaines de personnes ont été torturées ou exécutées, des propos fortement démentis par les autorités tchadiennes. En novembre 2022, l'opposant Succès Masra avait requis auprès du procureur de la Cour pénale internationale l'ouverture d'une enquête sur des faits présumés de crimes contre l'humanité suite à la répression violente des manifestations. En moins de 4 mois, les autorités tchadiennes ont gracié 436 personnes condamnées pour leur participation aux manifestations du 20 octobre 2022. Le récent plaidoyer des chefs d'État africains en Russie pour le maintien de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes a échoué. Ce lundi, Moscou a annoncé son retrait du dit accord, une situation qui pourrait compliquer davantage la sécurité alimentaire en Afrique et provoquer une inflation. La Russie a suspendu lundi un accord de guerre qui permet l'acheminement de céréales de l'Ukraine vers des pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a annoncé que cette suspension durerait jusqu'à ce que les demandes d'acheminement des produits agricoles russes vers le monde soient satisfaites. Le pays s'étant plaint que les restrictions en matière de transport maritime et d'assurance ont entravé ses exportations de denrées alimentaires et d'engrais qui sont également essentiels à la chaîne alimentaire mondiale. L'accord conclu l'été dernier entre les Nations Unies et la Turquie pour permettre aux denrées alimentaires de quitter la région de la mer Noire après l'invasion de son voisin par la Russie il y a près d'1 an et demi a pris fin. Cet accord garantissait que les navires ne seraient pas attaqués à l'entrée et à la sortie des ports ukrainiens. L'accord a été renouvelé pour 60 jours en mai malgré le refus de Moscou. Ces derniers mois, la quantité de nourriture expédiée et le nombre de navires quittant l'Ukraine ont chuté, la Russie étant accusée d'empêcher la participation de navires supplémentaires. Les autorités ukrainiennes n'ont pas immédiatement réagi à l'annonce de lundi, qui pourrait contribuer à plonger des millions de personnes supplémentaires dans l'insécurité alimentaire. Pour vous qui l'ignorez, aujourd'hui marque la 13e célébration de la journée mondiale Nelson Mandela, une journée qui commémore le parcours inspirant du défenseur sud-africain des droits humains et incite au partage de ses valeurs. À l'appel de l'Organisation des Nations Unies, le monde célèbre ce 18 juillet la journée Nelson Mandela. La journée a été célébrée pour la première fois le 18 juillet 2010. Le jour du 92e anniversaire du leader sud-africain. Nelson Mandela a consacré sa vie au service de l'humanité en tant qu'avocat des droits de l'homme, prisonnier d'opinion, militant pacifiste et premier président noir démocratiquement élu d'une Afrique du Sud libre. Today, President Mandela takes office in Pretoria. Les Nations Unies espèrent que ce moment sera l'occasion pour tous de renouer avec les valeurs qui ont inspiré Mandela, à savoir une détermination absolue, un engagement profond pour la justice, les droits de l'homme et les libertés fondamentales.
Ce journal vous a été présenté par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la télé plus proche.